Bernard Lugan, c'est notre Monsieur Afrique, hein, pas comme Jacques Faucard, le Monsieur Afrique du gaullisme. Encore qu'il nous fasse une révélation sur les raisons de son départ en Afrique, après le premier volume de ses nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue, publié par les éditions de la Nouvelle Librairie, il sort aujourd'hui On savait vivre aux colonies, un deuxième volume qui s'apparente à une petite bombe à fragmentation qui ne manquera pas d'exploser dans les mains des africanistes raseurs qui pontifient à l'université sur le rôle exclusivement négatif de la colonisation. On savait vivre aux colonies, donc. Une autofiction, s'il vous plaît. Bernard Lugan sursautera sûrement à l'énoncé de ce nom, mais ceux qui le connaissent le reconnaîtront sans peine sous les traits de son narrateur, Henri Nérac, mousquetaire du roi parti aux Afriques. Disons qu'il s'agit de mémoires déguisées, les mémoires d'un mousquetaire du roi, mais qui empruntent au pays de Milady et du duc de Buckingham un art de vivre so-british et un inimitable style old school, colonial en diable, pour le plus grand plaisir du lecteur. Bernard Lugan, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Orage de papier. Bonjour François. Nous vous recevons une nouvelle fois dans Orage de papier. Vous avez 4 livres à la Nouvelle Librairie, c'est notre carré d'as. Et le dernier livre, c'est le tome 2 de vos aventures incorrectes en Afrique, On savait vivre aux colonies. Avec un pareil titre, Bernard, vous allez vous faire des amis parmi les africanistes repentants et flagellants, on va dire Lugan paternaliste, Lugan colonialiste, pourquoi pas esclavagiste. Pourquoi ce titre, On savait vivre aux colonies? Tout simplement parce que les colonies furent, à une certaine époque, le grand terrain de jeu de l'homme blanc qui avait un peu le goût de l'aventure. Et je pense que j'ai vécu les derniers spasmes de cette époque dans des pays qui étaient déjà indépendants, mais dans lesquels les grandes constantes de la période coloniale demeuraient. Et j'ai eu la chance d'avoir ces derniers embruns, ces dernières effluves, et ces derniers spasmes qui ont ensuite totalement disparu, qui a sombré dans le wokisme, le politiquement correct et la guimauve. Tiers-mondiste, charitabiliste, misérabiliste, immigrationniste, tout ce que vous voulez. Alors que nous sommes dans les années 1970, quand vous arrivez au Rwanda, les colonisations déjà sont derrière nous. Enfin, tous ces pays-là se sont affranchis, se sont censément affranchis de la métropole. Oui, mais si vous voulez, la chance que j'ai eue, le privilège que j'ai eu, c'est d'arriver dans une zone dans laquelle l'indépendance venait juste de se faire, moins d'une décennie auparavant, et c'était pas des zones qui étaient entièrement colonisées, c'était des sortes de protectorats, ce qui fait que les structures traditionnelles étaient restées en place, il y avait très peu d'Européens, et les Rwandais, en fait, étaient juste indépendants, mais marchaient encore dans l'esprit et dans la, comment dirais-je, dans le fonctionnement quotidien, les règles de la période coloniale. En fait, je ne sais pas si les Rwandais à cette époque avaient vraiment l'impression d'être indépendants. D'accord. Ça va changer rapidement après. Et vous parlez d'un terrain de jeu pour les Européens. Ah pas, non, pour certains Européens. Pour une partie des Européens, mais que des grands caractères, hein, que des grands originaux, que des personnalités. Oui. J'ai en tête un de vos personnages qui était déjà présent dans le top 1 des Nouvelles Incorrectes d'une Afrique disparue, le docteur De Clercq, flamand, tonitruant, buveur d'exception, personnage rabésien, trousseur d'exception, comme quantité de personnages du reste que vous avez croisés là-bas. Ah, mais en tous une bonne santé. Parce que pour résister à ces climats et aux doses de whisky qui étaient ingurgitées chaque jour, il fallait avoir une très très belle santé. Et il me semble que même ce docteur De Clercq, vous racontez une nouvelle, hein, mais on expliquera le principe du livre hein, et de votre narrateur, hein, où il passe une nuit, du reste au comptoir, à enquiller des whiskies et je ne sais quelle boisson. Non, gin et champagne. Gin et champagne. Attaché par sa ceinture il s'attache au comptoir. Le comptoir de ce bar qui avait vu des telles choses, parce que le comptoir colonial. Et lorsque la première voiture est arrivée dans le poste en 1922 ou 23, le planteur belge qui avait fait venir cette voiture depuis l'Europe, la voiture avait été tirée par des bœufs sur un chariot depuis des centaines de kilomètres, il n'y avait pas de route. Et donc la voiture arrive à Boutaré sur un chariot tiré par des bœufs, et il organise un arc de triomphe pour accueillir la voiture, les pères de la mission bénissent la voiture, etc. Et il fait porter la voiture par des boys sur le comptoir du bar, et là, il va la baptiser avec tout le champagne de réserve du poste. Donc, tout son gain d'une année de plantation de café y passe, mais quelle allure, quelle allure. La voiture qui va d'ailleurs pas rouler, parce qu'il n'y a pas de route.
Est-ce qu'on peut dire que de tous ces personnages, que c'est des hérétiques? Et quand je dis hérétiques, je pense évidemment à l'écrivain Saint-Loup. Pourquoi hérétique? Parce qu'on rencontre beaucoup de bonnes sœurs qui ont été persécutées par le républicain espagnol, on rencontre beaucoup de gens qui étaient au front de l'Est, qui ensuite ont fait l'Indochine, qui ensuite ont fait l'Algérie, qui sont des grands baroudeurs. C'est pour ça que je dis que ce sont des personnages d'exception assez rares. J'ai toujours en tête ce mot phénoménal de D.H. Lawrence, un grand vivant, un grand Nietzschéen s'il en est, c'est qu'il dit de l'homme moderne et contemporain, c'est qu'on a l'impression que c'est du blanc d'œuf qui coule dans ses veines. C'est le contraire de vos personnages. Ah, tous sont des personnages, c'est du piment qui coule dans leurs veines. Et j'ai eu le privilège de rencontrer ces personnages qui, à l'époque, étaient encore en pleine santé. Parce qu'en 72 jusqu'en 80, ces hommes qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale ou l'Indochine avaient quoi, 45 ans, 50 ans. Donc ils étaient en pleine force. Et ils étaient effectivement, c'était des réprouvés, c'était des... Ou des réprouvés pour parler comme Salomon. C'est des réprouvés. Et qui ont tous... Et qui à aucun moment n'ont songé à rentrer dans le système. Ils sont restés jusqu'au bout flamboyants, plantant leur tente, leur pavillon et restant eux-mêmes. Et alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'automatiquement se rassemblaient autour d'eux des gens qui étaient de la même trempe. Bon, en arrivant, je me suis senti très très proche d'eux et eux m'ont accepté aussi. Ils n'acceptaient pas tout le monde, hein. Et donc il y avait une petite phalange que j'ai retrouvée, mais partout, hein. Pas seulement au Rwanda. J'ai retrouvé cette phalange en Afrique du Sud, j'ai retrouvé cette phalange en Tanzanie, j'ai retrouvé cette phalange dans des pays en Afrique de l'Ouest, beaucoup moins. La colonisation française a castré tout ça. Il n'y avait pas l'élégance de vie. Il y a eu, mais jusqu'aux années 50. Après, comment dirais-je, le triomphe de l'esprit instituteur a tout transformé. Tandis que dans l'Afrique orientale, belge et anglaise, c'était pas les instituteurs, c'était l'esprit des aristocrates. Ça n'avait rien à voir. Et vous l'avez dit, des réprouvés, des hérétiques. Du reste, il y a une de vos nouvelles hein, qui se passe à Pretoria, où à Pretoria, il y a une cantine avec le banc et l'arrière-banc. Ah oui. Des mercenaires, des baroudeurs, des anciens du front de l'Est. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Parce qu'on a l'impression que c'est les tontons flingueurs. Ah, totalement. Alors c'est extraordinaire. C'était un médecin belge qui était ancien médecin de la division Wallonie, qui réussit à échapper à l'épuration terrible. L'épuration française, c'était du champagne à côté. Et qui se retrouve en Afrique du Sud et qui monte un cabinet qui marche fort bien. Donc il a un immeuble à Pretoria et il installe dans les sous-sols de l'immeuble un club, pour justement ces réprouvés, qui tous, au bout de courses très compliquées, arrivent en Afrique du Sud. Alors il y a des personnages étonnants. Alors, le cuisinier est un Hongrois, ancien des commandos Delta de l'OS. Il y a le Belge qui était pilote de Fouga Magistère et qui a flingué le convoi de l'ONU lors de la guerre du Katanga dans les années 1960 avec son Fouga Magistère. Il y a des gens du front de l'Est. Il y a un ancien journaliste de Radio Paris qui devient chroniqueur francophone à la radio sud-africaine. Des personnes étonnants qui se retrouvent là, dans ce restaurant, leur cantine, où ils se retrouvent régulièrement. Et personne ne paye, bien sûr. Personne ne paye. Il y a un œuf d'autruche, une coquille d'œuf d'autruche à la sortie, puis si quelqu'un veut mettre un peu d'argent, mais le docteur paye. Jean-Marc, il entretient cela pour ses camarades. Et c'est un personnage étonnant. Vous imaginez les discussions qui peuvent se tenir dans ce... Tout à fait étonnant. Et encore, j'ai pas tout raconté. Alors justement, à propos de raconter et de narration, ce sont des nouvelles. Et vous vous mettez en scène à travers un personnage qui est le Henri Nérac. Alors ceux qui vous connaissent... retrouveront beaucoup de traits. Il est très proche de moi, hein, oui, beaucoup de traits de Bernard Lugan, mais il n'empêche, hein, vous passez à travers ce personnage-là, et moi j'ai presque envie de dire que c'est une autofiction, et non pas des mémoires stricto sensus. Pourquoi avoir adopté ce genre hein le mot est haïssable. Sur l'autofiction, oui, ça fait pas de ça. C'est l'évidence. Non, si vous voulez, non, je suis très à l'aise à travers Henri Nérac, et je serais très mal à l'aise à travers un jeu. Donc c'est pour ça, ça permet beaucoup de choses d'avoir un personnage qui n'est pas soi tout en étant assez proche. Oui. Et vous m'autorisez à dire que c'est quand même des mémoires déguisées ou pas?
Disons que c'est assez voisin, c'est assez parent. Oui, oui. C'est assez Parce qu'on parent. reconnaît qu'un trait central et essentiel de Bernard Lugan, africaniste, hein, c'est que vous savez quand vous arrivez en Afrique que vous êtes un blanc, que vous êtes un Européen. Quand vous arrivez en Afrique, vous savez qu'il y a des Pas un Noirs. Européen, un blanc. Un blanc, un blanc. Oui, de toute façon, c'est le Européen, ça n'est jamais que le sous-texte de blanc. Donc vous êtes un blanc dans un pays de Noirs, mais dans un pays qui est fracturé ethniquement. Oui, un pays fracturé, mais un pays avec des gens extraordinaires. Parce que ce qu'il y a de fantastique au Rwanda à l'époque, c'est qu'il y a une gentillesse, une absence totale de ressentiment envers les Blancs. Ce n'a pas été un pays colonisé, c'était un protectorat ou un mandat. Donc il y avait très très peu d'Européens. Ce qui fait que les Rwandais connaissaient qui, les Européens? Les missionnaires, pères blancs, qui étaient typés épatants, et peut-être quelques dizaines de fonctionnaires belges et une poignée de colons. Il n'y avait pas une colonisation de peuplement avec un peuplement blanc qui était à côté d'un peuplement noir. Non. Ça fait que pour eux, le blanc était quelqu'un qui était là pour les aider, pour les encadrer, éventuellement pour les commander, mais pas du tout avec le côté de ressentiment que l'on peut avoir dans une colonie au sens colonial, avec un peuplement. Et là, c'était extraordinaire. C'est le privilège d'arriver dans un pays qui est un ancien mandat ou un ancien protectorat, et non pas une colonie, un petit peu, si vous voulez, la différence que vous pouviez avoir en Algérie et au Maroc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a la profondeur historique pour le Maroc. Oui, en histoire. Oui, hein. bien sûr. Et puis Mais même chose pour le Rwanda. Ah ben, là, nous sommes dans des vieux États. Nous sommes dans des vieux États. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle c'est un protectorat et pas une colonie. Un vieil État, le Rwanda, l'État rwandais, né aux alentours de l'an 1000, 1100 ou 1200, avec les Tutsis, le royaume de la lance et de la vache. Et ceci est tout à fait prégnant. Quand vous arrivez, même il y a eu la révolution, les Tutsis ont été chassés, mais vous avez encore chez les Hutus le réflexe de la subordination vis-à-vis du maître. Et il y a un côté qui est assez particulier et je veux dire qui est exceptionnel en Afrique. Vous racontez une scène saisissante à propos du Rwanda. Quand vous arrivez au Rwanda comme coopérant et professeur d'histoire, vous tombez sur un révérend père ou un père blanc qui connaît très très bien l'histoire des Tutsis et qui vous dit que les Hutus sont que de passage. Hein. Ah mais oui, tout à fait. Je donne un initial S, c'est le père Soubiel, je peux dire son nom maintenant, il est mort. Il est arrivé au Rwanda en 1904. Donc quand je le connais, c'est en 1973-74, il a donc pas loin de 95 ans, il connaît le pays intimement. Il était rentré une seule fois en France depuis 1904, il connaissait parfaitement le pays, et moi je vais le voir parce que je commence à travailler sur la religion, et il me dit tout de suite, mais tu sais, les Hutus sont au pouvoir, c'est provisoire, parce que les Tutsis vont venir. Moi, je me dis, bon, ça va, le père blanc, le padré, il est un peu fatigué, bon, il n'a pas eu tort. Il m'a dit, le seul problème, je ne sais pas s'ils vont revenir en tant que dominant exclusif ou sous une forme d'alliance déguisée, etc. Mais ils sont revenus en tant que dominant exclusif. Moyennant un génocide. Enfin, oui, ça, il ne peut pas le prévoir. Mais oui, mais de toute façon, ils reviendront. Ouais. Et de la même manière qu'il y a une galerie de portraits de blancs, de réprouvés, d'hérétiques, fantastiques, hein, des grands caractères, des grandes personnalités, il y a aussi une Afrique qui est très bigarrée. À propos on retombe sur la dimension ethnique de l'Afrique, les pygmées. On associe le pygmée à une petite taille. Ça montre à quel point même l'Afrique est très différenciée, très très différenciée. Oui. Mais vous avez quand même... Je parle de pygmée qui mesure 2,10 m. 2,10 m. Mais qui reste pygmée. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Dites-nous un peu plus. Ça, on voit quand on vous dit que, comment dirais-je, les ethnies n'existent pas, etc. Ce pygmée qui mesure... Ce pygmée, c'était Arerinka, le chef de la garde royale au moment des événements de 59, qui mesurait 2,8 m ou 2,10 m. Pourquoi? Parce que les pygmées étaient les bourreaux, les hommes à tout faire, la force de frappe des Tutsis. Et lorsque certains pygmées s'étaient particulièrement bien comportés et que le Mwami, le roi, voulait les récompenser, bon, il leur donnait de la viande, il se gavait de viande. Mais de temps en temps, pour bien les récompenser, il leur donnait une fille Tutsi contrefaite, qui était contrefaite, mais qui était Tutsi, mais qui ne pouvait pas être épousée par d'autres Tutsis. Bon, ben, la fille contrefaite, la génétique faisait qu'elle faisait des enfants qui n'étaient pas forcément contrefaits. Alors chez les pygmées, vous avez parfois un gars de 2 mètres qui arrive. Très longiligne. Hein. 2 mètres, mais il était pygmée. Il restait pygmée. Avec les morphotypes et les caractéristiques physiologiques de l'Afrique de l'Est. Hein, oui, du Tutsi, mais le chef Arerinka, le chef de la garde royale en 59, mesurait 2,8 m ou 2,10 m. Et il était pygmée.
Alors quand on vous dit, quand les crétins d'africanistes français vous disent il suffisait un Hutu d'être riche pour devenir Tutsi, bon bah là vous voyez, un pygmée qui mesure 2 mètres ne devient pas Tutsi, il reste pygmée. Non, puis il y a une barrière des espèces. Hein. Oui. Vous savez, en biologie, il y a une barrière des espèces, il ne veut pas l'admettre, mais il y en a également une, maintenant, c'est ainsi. Oh, vous évoquiez je ne veux pas dire de bêtises, Bernard Lugan, le titre de votre thèse. Hein. Oui, ma thèse, entre les servitudes une de mes thèses, mon doctorat d'État, entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda, 4 tomes, 2000 pages. Je montre, si vous voulez, dans cette thèse, comment se constitue le Rwanda et l'État rwandais autour du dualisme de la lance et de la vache d'un côté, et de la houe et de la terre de l'autre. Alors, après, quand on vient nous dire que les ethnies n'existent pas, bon, écoutez, venez lire ma thèse. On le retrouve dans les modes de vie agricoles. Mais si je citais la thèse, hein, c'est parce que dans ces nouvelles, ces mémoires déguisées, je n'ose dire cette autofiction, mais je le dis exprès pour mettre les pieds dans le plat, vous nous apprenez beaucoup de choses sur l'Afrique, hein, sur les mœurs africaines, sur la sexualité africaine, les lecteurs un peu bagel, pas africaines, pardon, précisément, puisque c'est Tutsi. Je vais vous poser une question là-dessus. Les lectrices bagel, en période de carême, devraient s'abstenir. Parce que vous avez plein de choses sur ces mœurs. Oui, intéressant. En tant qu'ethnologue, je me suis penché sur la question. Oui. Bon, c'est le travail de l'ethnologue. Oui. Alors c'est très curieux. Alors s'il n'y a pas d'excision, toutes les pratiques qu'on associe à l'Afrique de l'Ouest plutôt, absolument pas. Donc il y a un plaisir féminin qui est valorisé. Oui. En revanche, la proximité et puis les bruits, non pas les odeurs, mais seulement les bruits, font que l'orgasme chez toutes les femmes est contrôlé au point de vue phoniquement. Voilà. Je serais mieux, on ne peut pas mieux le dire. Hein. Oui, parlez-nous un tout petit peu de ça. Écoutez, c'est un peu délicat. Non, parce que vous rentrez vraiment dans à la fois comme un nouvelliste drôlatique et un ethnographe. Ah oui. Je raconte une pratique qui est très connue dans ces régions, ce qu'on appelle le gukuna, n'est-ce pas, l'étirement des petites lèvres. Donc on est vraiment aux antipodes de l'excision. Oui, complètement. L'étirement des petites lèvres qui permet de décupler le plaisir sexuel chez la femme et qui est également une mesure abortive, parce que ça va permettre, si vous voulez, à l'homme, de s'épanouir, mais pas forcément à l'intérieur du vagin. Donc, et parce que les Tutsis contrôlent leur naissance. Et puis également le développement du clitoris, qui est, il fallait avoir le critère de la beauté sexuelle chez une femme, c'était d'avoir, les petites lèvres comme les ailes de chauve-souris. Douce et étirée. Maintenant, chaque peuple. Là, bon, j'ai peur de carême, vous diriez ça. Mais donc, j'insiste là-dessus, chaque peuple, et c'est le contraire. C'est le contraire de la philosophie musulmane. En Afrique, vous voyez. Alors, vous montez, vous passez en Somalie, les filles sont ou infibulées ou excisées. Et là, vous êtes, au contraire, dans une région où et poussé en avant. C'est un pays de vieille civilisation. Est-ce que c'est pas le propre de toutes les aristocraties d'avoir développé un art de vivre, un art de jouir, un art de l'amour, un art de la séduction, un art érotique aussi? Tout à fait. Mais attention, ça c'est pas uniquement les femmes Hutus le pratiquaient aussi, ça à l'origine. Alors les missionnaires ont voulu interdire ça parce que les filles se pratiquaient les tirages des lèvres avec une copine de cœur. Elles s'asseyaient l'une en face de l'autre, elles s'isolaient quelque part, et puis elles avaient un champ pour faire ça. Alors donc les missionnaires ont qualifié ça de pratique homosexuelle et masturbatoire. Donc ils ont voulu le faire interdire, mais ils n'ont pas réussi. Heureusement. Heureusement pour l'ethnologue qui a pu quand même. Et pareillement, des personnages féminins fantastiques, chez les blancs. Européens, blancs, des grandes blanches. Là j'en ai 2 grandes blanches, une bonne sœur et une collègue. Une bonne sœur qui pense que les Chinois qui parlent le mandarin à merveille. Au fond du Rwanda, elle a 80 ans, elle parle couramment le mandarin parce qu'elle a servi en Chine où elle a été torturée par les communistes. Et elle remet au pas des Chinois de l'époque de Mao, de la révolution culturelle, qui font une route. Et elle monte sur son camion et en tenue de bonne sœur. Elle les harangue en mandarin et le commissaire politique au garde à vous fait ouvrir la route. Ça c'est fabuleux. Et je lui dis, tu vois, elle me dit, tu vois, ils sont restés chrétiens.
Oui. Et il y en a une autre, là, blanche, hein, plus leste, hein, et dont on a l'impression qu'elle sort des liaisons dangereuses. Hein. Mais au cube. C'est du Laclos. Mais au cube. Au Oui. cube. Oui, c'est un personnage extraordinaire. C'est une très bonne copine. C'est vrai, on m'a dit que mes nouvelles étaient des nouvelles misogynes. Non, il y a des femmes dans mes nouvelles, mais pas des, comment dirais-je, mais pas des féministes. Pas des féministes, oui. Ou des écoféministes oui, anxieuses. Pas des députés LFI. Donc extraordinaire. Donc cette Coralie qui arrive, qui ne conduit pas. Et pour se faire transporter à l'université, elle embauche un pédaleur, un cycliste. Elle va lui faire un contrat de cocher pédaleur. Cocher pédaleur. Donc elle s'installe en Amazone sur le porte-bagages du vélo, vous imaginez, au milieu du village africain, avec son ombrelle pour être protégé des rayons du soleil. Et le boy pédaleur a 2 perruques avec lui, une perruque verte et une perruque rouge. Et il met la perruque verte le jour où elle donne des cours de français et la perruque rouge le jour où elle donne des cours de grammaire ou de latin. Vous voyez. Et donc la voilà dans cet équipage en traversant la ville. Personnage étonnant. Et puis bon, je raconte des frasques, des frasques là aussi. Et ça, ce deuxième tome est un peu plus olé olé que le premier. Oui, un peu plus leste. Hein. Un peu plus leste. Et c'est ça l'Afrique, comme dans le film Blood Diamond, c'est ça l'Afrique. Hein. Autre chapitre, hein, votre visite au Sénégal, à la maison des esclaves. À Gorée. Vous nous montrez une fois de plus, alors là c'est l'historien, non plus l'ethnographe, c'est l'historien qui ressort, l'historien Lugan qui ressort. Hein. Vous nous apprenez qu'en réalité tout a été réécrit, qu'il n'y a pas de maison des esclaves. Mais non, il n'y a jamais eu. Mais on le sait, ce sont des historiens sénégalais qui ont publié ça. D'ailleurs, je donne la référence de l'article du Monde de 1987 où le journal Le Monde explique intégralement qu'il n'y a jamais eu, et ça n'a jamais été un centre esclavagiste. Et là, je raconte ma visite et ma sortie de... Je le savais, bien sûr. Mais en plus, je rencontre un vieux Sénégalais. Un vieux Sénégalais parfaitement francophone, les Sénégalais tels qu'on les aime, vous voyez, qui ont une culture française plus importante que les 4/5e de bipèdes qu'on croise dans les rues de Paris, de bipèdes prétendus blancs qu'on croise dans les rues de Paris. Et qui me dit, ah, alors, vous avez cru à toutes ces sornettes? Et bon, vous croyez il me raconte l'histoire, la vraie histoire. Mais tout le monde le sait ici. Bon, tout le monde se tait, car c'est la source du tourisme. Donc on ne va pas dire que ça n'a pas existé. Et de la culpabilité blanche. Oui, tout à fait. Et en plus, bon, je donne la référence de l'article du Monde qui cite les historiens locaux qui expliquent que que cette maison a été construite après l'abolition de la traite officielle, etc. Et par une métisse, une signare qui s'appelait Anna Colas et qui avait bien sûr des domestiques, mais ça n'a jamais été un centre esclavagiste. Et c'est toutes ces raisons qui vous font dire qu'on savait vivre dans ces anciennes colonies. Oui. On ne sait plus y vivre aujourd'hui. Ah non, puis c'est plus la même chose. Maintenant, vous allez dans les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, alors vous avez l'impression d'avoir une vie de luxe, etc. Mais c'est pas la vie des colonies. C'est une vie totalement artificielle. C'est une vie totalement reconstruite. Non. La belle Afrique. Quand je parle de belle Afrique, c'est l'Afrique que j'aime moi, est morte en Afrique de l'Ouest avant ma naissance. Elle a dû mourir aux alentours des années 40. Avec peut-être quelques survivants dans les années 50, dans des coins comme la Centrafrique, les coins reculés, où il y avait de la forêt. Bon, au Sénégal, c'était fini, etc. Tandis qu'en Afrique de l'Est, ça a duré. Et moi, j'ai eu le privilège d'avoir les derniers soubresauts de cette Afrique. Mais quand je suis parti du Rwanda en 83, c'était déjà fini. C'était fini. J'ai vu vraiment la fin sur les années 79-80. Après, c'était autre chose. Alors, l'émission arrive à sa fin, Bernard. Vous avez dit 1983, là nous sommes au 2e tome de ces nouvelles africaines. Je rappelle le premier tome, donc les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. Mais le deuxième tome, on sait vivre colonie. Je crois que vous travaillez également à un 3e tome qui se passera après 1983. Le retour d'Afrique. Voilà, toujours à travers la figure de Henri Nérac. Oui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles africaines. Parce que après 83, j'ai une toute autre vie africaine. 83, je rentre en France à l'université, mais si vous voulez, j'ai 6 mois de l'année sur le terrain en Afrique. Et là, ça va être mes grandes périodes d'Afrique australe, mes grandes périodes d'Afrique sahélienne,
mes grandes périodes d'Afrique, Égypte, Libye, Maroc, etc. Alors là, c'est des nouvelles retour d'Afrique, mais ça va être l'Afrique depuis la France avec des allers-retours. Hein. Je ne serai plus sur zone comme la période 72-83 où je restais en permanence pendant 12 ans, 11 ans sur place. Hein. Là, avec des allers-retours. Très bien. Merci Bernard Lugan. Donc on savait vivre aux colonies, nouvelles aventures incorrectes. Hein. Alors je le dis aux téléspectateurs, il y a une révélation très très importante qui est faite dans ce livre-là. Donc nous ne l'avons pas évoqué, mais je vous renvoie vers ce livre qui est un petit joyau drôlatique, hein, comme les précédents. Merci Bernard. Merci.